Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Bienvenue à vous dans le Magal West, il est 17h, on est de retour pour une nouvelle émission en ce mercredi 1er octobre. Et oui, le mois d'octobre est enfin là, ça fait plaisir. On va pouvoir retrouver donc aujourd'hui au programme le photographe Jérémy Charbeau qui nous plonge dans l'univers de son ouvrage La Furie et la foi, une exploration visuelle du quartier Saint-François au Havre, reportage dans cette émission. La Ferrarock nous présente Fauna Nova, aujourd'hui un trio rennais qui secoue la scène avec son album First Botch. On en parle dans un instant. En deuxième partie, on fait le point sur les sorties ciné et séries du moment. J'ai sélectionné pour vous 3 films qui sortent aujourd'hui. Moi qui t'aimais, un biopic, Marche ou crève, un survival haletant, un simple accident, c'est la Palme d'Or 2025. Un petit clin d'œil évidemment au documentaire événement de Taylor Swift qui sort cette semaine parce qu'un nouvel album paraîtra ce vendredi. Et pour les amateurs de frissons, un focus sur la série Ça, bienvenue à Derry. Et je vous parle aussi d'une nouvelle série que j'ai découverte sur Netflix et que j'ai dévorée cette semaine. Ce sera en deuxième partie d'émission. On commence avant par la météo. Actuellement, le ciel est partiellement nuageux avec des températures avoisinant les 18 degrés. Ce soir, attendez-vous à des éclaircies avec des températures qui descendront autour des 12 degrés. Demain, pour le jeudi 2 octobre, le ciel sera nuageux avec des températures maximales autour de 19 et des minimales de 13 degrés. Le vent soufflera modérément du nord-ouest à environ 15 km/h. L'actualité locale ainsi que l'actualité nationale à retrouver tout de suite. Juste avant, la découverte Ferrarock du jour. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 1er octobre 2025. Pas de train SNCF pendant 2 jours entre Rouen, Yvetot, Le Havre et Dieppe. La SNCF annonce que dans le cadre de la modernisation de l'étoile ferroviaire de Rouen, le réseau sera fortement perturbé durant 2 jours, du samedi 4 octobre midi au dimanche 5 octobre 16h. La ligne sera coupée entre Yvetot et Le Havre, des bus de substitution seront proposés à réservation obligatoire. Au Havre, quand est-ce que le pôle santé du Mont-d'Urville ouvrira ses portes ? Le pôle santé qui doit regrouper des médecins et autres professionnels de santé, rue des Chargeurs réunis au Havre, n'accueille pour le moment que 2 sages-femmes. Des discussions sont en cours avec des praticiens, l'objectif étant d'accueillir les premiers d'ici la fin de l'année 2025 et de monter en charge pour atteindre 80% d'occupation en septembre 2026. Le Havre, Octobre Rose, contre le cancer du sein, commence par une marche solidaire. Le comité havrais de la Ligue contre le cancer ouvrira le mois d'Octobre Rose dès aujourd'hui. Les participants seront invités à une marche solidaire dans les rues du Havre, puis à un goûter convivial. L'objectif, sensibiliser sur le cancer du sein et rappeler les gestes de prévention. À 14h, les bénévoles de la Ligue accueilleront les participants devant leurs locaux situés aux 8 rue Ernest Renan. Mémoire de l'esclavage, une nouvelle association havraise veut sortir des sentiers battus. Après avoir présidé l'antenne havraise de la Fondation Mémoire et Partage, Anaïs Gernidos a créé une nouvelle association, toujours centrée sur la mémoire de l'esclavage. L'objectif, cette fois, focaliser son travail sur les liens étroits entre le Havre et la traite négrière. Pour joindre l'association, vous pouvez contacter Anaïs Gernidos au 06 78 18 44 71 ou envoyer un mail à histoire au pluriel d'esclavage sans apostrophe @gmail.com. Et enfin, Harfleur, que diriez-vous d'une sieste électroplanante au Centre culturel de la Forge ? Samedi 11 octobre, le Centre culturel de la Forge à Harfleur propose de suivre une sieste électro avec le compositeur normand Aalas. Rendez-vous à 14h30 pour une parenthèse de douceur. Tarif 2, 3 ou 5 euros. C'est un spectacle à voir à partir de 8 ans. Merci d'avoir écouté. Ne partez pas, le journal se poursuit avec les informations nationales et internationales.
Bonsoir à tous. Après plusieurs incursions de drones dans le ciel danois, le sommet européen de Copenhague commence aujourd'hui sous haute sécurité. Les dirigeants échangent sur la défense du vieux continent et notamment la possibilité d'ériger un mur anti-drone. L'enquête de la police danoise se concentre sur la piste d'une déstabilisation menée par la Russie. Emmanuel Macron estime que Moscou est en confrontation avec l'Europe. Il assure que rien n'est exclu en termes de riposte si un avion russe viole l'espace aérien européen. La mise en garde du ministre de la Défense israélien, il lance un dernier avertissement aux habitants de la ville de Gaza pour fuir. Ceux qui resteront à Gaza seront considérés comme des terroristes ou des partisans du terrorisme, prévient-il. Depuis 2 semaines, les bombardements intenses de l'armée israélienne ont fait fuir des centaines de milliers de personnes. La garde à vue de Gérard Miller prolongée. Le psychanalyste est accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, certaines mineures au moment des faits. Des violences sexuelles qui auraient eu lieu au cours de séances d'hypnose à son cabinet ou à son domicile. Des accusations rejetées par Gérard Miller. Le policier responsable du meurtre de Naël verra son appel examiné demain. L'adolescent de 16 ans a été tué d'une balle tirée à bout portant par l'agent lors d'un contrôle au volant à Nanterre il y a 2 ans. La défense de l'accusé conteste la légalité du renvoi et demande un report de l'audience devant les assises. Le coup d'envoi d'Octobre Rose avec des événements de sensibilisation tout au long du mois pour mettre en lumière la lutte contre le cancer du sein. On déplore en France environ 60 000 nouveaux cas de la maladie chaque année. Une femme sur 9 risque d'en être atteinte au cours de sa vie. Et puis le foot avec la suite de la 2e journée de la Ligue des Champions. Après le large succès de l'Olympique de Marseille hier, place au PSG ce soir. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse de Barcelone. Coup d'envoi de la rencontre 21h. À la même heure, Monaco recevra Manchester City. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passez une excellente fin d'après-midi. Voilà pour les infos. Tout de suite, on poursuit avec notre agenda événement du jour. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Jusqu'au 22 octobre, découvrez un atelier light painting. Initiez-vous à l'art du light painting lors de cet atelier créatif. Les participants et participantes utiliseront des lampes torches et des barres à LED pour créer des œuvres lumineuses. Une expérience artistique à ne pas manquer. Ça se passe au Portique. L'exposition Végétal voyage dans l'illustration botanique. Explorez l'univers fascinant de l'illustration botanique à travers cette exposition immersive. Une belle occasion de découvrir la richesse et la flore à travers l'art. Et enfin, visite guidée des jardins suspendus au Havre. C'est tout au long de cette semaine. Plus d'informations sur le site de la ville du Havre. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Post-punk organique venu de Rennes, Fauna Nova trace une ligne droite étendue entre Cold Wave, krautrock et noise dans une démarche radicalement indépendante. La répétition et la mélodie forment les fondations de leur musique, mais c'est dans la déconstruction rythmique et la recherche de textures sonores qu'ils affirment leur singularité. En live, leur énergie héritée des années 90 se teinte de nuances noise percutantes, leur permettant d'explorer de nouvelles dimensions sonores et d'offrir une expérience brute.
and pills to break my corpse. I need a break. Take time to breathe. Shitty rotten bones. Bloody carcass shakes. Mechanical. Le groupe a d'abord été le projet de Maxime Pouban qui y compose, programme, joue de la guitare et chante, et de Pierre-Alexis Rouillet, aka PA, au synthé et au gong. Il est désormais complété par Nicolas Dissez à la basse et au chant. Le groupe a d'abord mis en ligne en juin 2023 Hello Mine Chasm, un premier EP, puis le très réussi single Polite Boy dans la foulée. Do
Leur premier long format, First Botch, est sorti vendredi dernier en vinyle, en cassette et en CD grâce aux forces conjointes des labels Harakiri Records, Mimizu Izuru, Ideal Crash Label, Kervi New Records, Urgence 10 Records et de la Ferrarock. À l'écoute, aucun temps mort, aucune faute de goût à relever, c'est même tout le contraire. L'album se conclut par To Be Continued, titre dépaysant, qui propose alors une issue brève mais frappante qui sacre l'effort de Fauna Nova de manière définitive. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Et voilà pour votre découverte Ferrarock de la semaine. Fauna Nova, artiste qui nous propose donc un nouvel album, First Botch. Le groupe est soutenu par la Ferrarock et propose donc un rock énergique et innovant dans ce nouvel album. Plus d'informations vendredi, on reparlera à nouveau de cet album. Tout de suite un reportage avec Adriana qui est allée à la rencontre d'un photographe, Jérémy Charbeau. Il est au micro de Westrack dans ce reportage. Bonjour Jérémy Charbeau, merci d'être avec nous sur Westrack. Aujourd'hui, on vous reçoit à l'occasion de la sortie prochaine d'un livre de photographie autour du quartier Saint-François au Havre. Vous avez réalisé ce travail entre 2020 et 2023, 3 ans pour créer La Furie et la Foi. Ça paraît aux éditions Emeria. On va en reparler, mais il sera disponible en précommande le 15 septembre et en boutique pour Noël. Tout à fait, bonjour à tous. Donc j'ai réalisé un travail photographique de 2020 à 2023-2024 sur le quartier Saint-François et plutôt son monde maritime relié à la mer. À Saint-François, ce qui est assez prédominant, c'est la pêche. Donc je me suis servi beaucoup de la pêche pour parler du quartier, de son côté insulaire. En travaillant chez Lily, au début de l'aventure du bar chez Lily, j'ai pu côtoyer pas mal de gens du quartier. J'ai rencontré beaucoup de pêcheurs, d'armateurs et de gens liés à la mer. Et j'ai décidé de faire un travail photographique sur cet environnement-là. Et c'est là, en rencontrant des personnes de la criée, du monde de la mer, que ça vous a donné cette idée? C'est comme ça que c'est venu? Carrément. J'ai toujours aimé en photo les côtés un peu autarciques, enfin les endroits où les gens arrivaient à se créer une société un peu indépendante. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers mon travail. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça a matché entre nous, les relations humaines, et ça m'a permis d'être très libre pour aller ensuite faire des photos, pas principalement sur les bateaux, parce que c'était pas mon idée de faire un travail photographique sur la pêche et en mer, mais c'était surtout pour relier l'homme à son environnement, et qui est un environnement assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler de la première rencontre qui vous donne envie, en fait, de vous intéresser aux pêcheurs, au monde de la mer, à la criée? Les premières rencontres, je pense que ça a été au comptoir du bar au tout début. Il y a eu un intérieur avec l'idée de Lily qui n'était pas encore vraiment décoré. Donc c'était un ancien bar qui s'appelait Le Bon Coin où les pêcheurs et les dockers se réunissaient beaucoup à l'époque. Du coup, il y a eu des petites touches de décoration qui ont été faites à l'intérieur du bar et il y avait une sorte de contraste assez marrant avec les gars qui arrivaient un peu crades avec leurs affaires, un mélange de le week-end de Parisiens, de touristes et tout, les blagues des pêcheurs, leur environnement assez du territoire normand m'a marqué et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc j'ai commencé à faire des photos un peu librement et c'est au bout de 3 ans que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment ce travail-là devait être mis en livre, quoi. Ça a été facile de s'immerger avec les pêcheurs, de les convaincre d'avoir un regard photo posé sur eux? Oui, en fait, ça s'est fait très très naturellement. Quand je travaillais chez Lily, j'avais toujours mon appareil derrière le bar. J'ai commencé à faire des photos derrière le comptoir, quand eux buvaient des verres ou des choses comme ça. Et par la suite, bien évidemment, je suis sorti et c'est là où je me suis baladé pas mal sur la criée et sur le port de pêche, qui est un petit port de pêche, en plus assez urbanisé parce qu'on est au bord d'un rond-point, plus la mer, plus les bateaux pour aller en Angleterre avec le Brittany Ferries. Donc il y a vraiment un environnement très particulier et je voulais parler de ce territoire qui symbolise aussi le patrimoine normand. Le fait d'être immergé dans le quartier, de travailler dans ce bar, qu'est-ce que ça vous a permis d'autre? Je pense que si j'avais pas travaillé dans le bar, je me serais quand même dissimulé dans le quartier pour voir un peu ce qui se passait, mais le rapport humain et surtout les histoires que j'ai pu entendre, qu'ils m'ont racontées, les moments que j'ai vécus quand il y a eu un bateau par exemple qui a coulé pendant que j'étais chez Lily. Il y a eu quand même 3 morts. Mon livre n'est pas du tout relié à ça, mais j'avais envie de montrer la force des hommes et des femmes qui faisaient ce boulot-là. Surtout parler du quartier qui est très particulier, indépendant depuis que François Ier l'a découvert. Vous en parlez comme d'une île. C'est assez intéressant aussi ce côté isolé, fermé de ce quartier. C'est ça que je veux particulièrement montrer. Ce quartier qui est séparé par 3 bassins. Vous pouvez y accéder que par des ponts maintenant. Et la pêche me sert vachement de symbole pour montrer l'indépendance déjà de ce métier,
Donc je leur rends hommage en faisant ce livre-là. Je voyais vachement cette entraide aussi qu'ils ont entre eux. Il y a des moments durs, il y a des moments joyeux. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs La Furie et la Foi. Il y a de l'humanité, il y a de la faune, parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a des algues, il y a du gasoil, il y a tout un milieu un peu mystique que j'ai voulu montrer à travers ce livre. Le mysticisme, c'est ça aussi qui se retrouve dans le titre, parce que vous avez commencé à l'expliquer, c'est vraiment pas un titre banal, La Furie et la Foi. Mes photos sont très entre ombre et lumière, c'est du clair-obscur, je recherche toujours cet équilibre entre le sombre et la clarté. Et La Furie et la Foi, oui, il y a un côté aussi un peu mystique, c'est relié beaucoup aussi à la religion. Alors moi, il n'y a aucune religion dans mon livre, mais ça peut être relié au mysticisme, effectivement, avec le nom des bateaux, ou même la bénédiction de la mer. Puis il y a un côté relié aux éléments qui est très important, avec la mer, l'air, le feu, Les 4 éléments. Les 4 éléments. François Ier, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il avait comme symbole la salamandre avec le feu. Il y a un côté du quartier aussi qui a été détruit pendant la guerre, donc il y a un côté un peu phénix, parce qu'il est ressorti pour revivre. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez artistique, assez pictural, donc c'est entre ombre et lumière. J'ai chassé toutes les images où il y avait beaucoup de soleil et de ciel bleu, c'était pas du tout mon intention. Donc j'ai cherché des ciels avec des lumières diffuses, qui donnaient un côté justement mystique. Et les photos symbolisent un monde un peu en marge, particulier, et qui symbolise réellement pour moi le Havre. Est-ce que ces photos, vous les avez montrées aux pêcheurs, aux personnes que vous avez pris en photo en général ? Il y en a plein à qui j'ai déjà montré les photos. J'ai fait un dossier pour aussi démarcher des partenaires et des choses comme ça, donc je l'ai donné à plusieurs pêcheurs. Quelle était leur réaction ? Peut-être être surpris ? Oui, ils sont surpris, et puis tout le monde n'a pas les mêmes réactions vis-à-vis des photos. Ils sont surtout très fiers que j'édite un livre, en fait, ça les rend très fiers. Même qu'il y ait une expo après, normalement, à l'hôtel de ville, de montrer un peu leur présence, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour eux. En dehors de tout aspect pêche, c'est qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés vis-à-vis des institutions, c'est pas évident. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette sortie de livre ? Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Il va être en crowdfunding, donc le crowdfunding, ça permet de faire de la précommande, ça permet de préfinancer le livre avant sa sortie en librairie. Les maisons d'édition maintenant mettent beaucoup moins d'argent sur les auteurs, donc beaucoup d'artistes et de photographes pratiquent le crowdfunding, donc c'est le public qui préachète le livre. Ensuite, ils le reçoivent chez eux. Et ensuite, à Noël, on pourra le retrouver en librairie nationale. Et à partir du 15 septembre, sur Internet et sur le site de MRIA, il y aura le lien du crowdfunding pour pouvoir acheter le livre à un tarif préférentiel et pouvoir avoir aussi d'autres contreparties, donc des tirages photographiques ou une édition de tête dans un très beau coffret qui est limité à 30 exemplaires. Et ensuite, il y aura une exposition donc au Havre. Et ensuite, il y aura une exposition à l'hôtel de ville du Havre du 28 janvier au 27 février. J'ai une dernière question pour vous. Maintenant que vous connaissez très bien ce quartier, est-ce que vous pourriez le résumer en 3 mots ? En 3 mots ? Ouais, c'est difficile. Indépendance, force et liberté. Merci beaucoup Jérémy Charbot, photographe, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous et à très bientôt pour la sortie du livre. J'ai hâte. Dans un instant, on parle de 3 sorties ciné qui sortent donc dans nos salles obscures aujourd'hui, une nouvelle série espagnole que j'ai découvert sur Netflix et la sortie d'un documentaire film événement pour la sortie du nouvel album de Taylor Swift. C'est juste après ce titre West Side Gun, Hell Sena. On se retrouve juste après ce titre, nouveauté sur West Track. Silverfly guy. Okay, keep saying it. Silverfly guy. Silverfly guy. Pick up on the bypass, red cocaine, cushion, white tags, they saying AG in the back playing Minecraft. I come through, spray a nigga, yo, my pen meter, white Rick sniffed it one time, turned to Hill Cena. Slide just hit it low, y'all said that shit sweet to catch me low, cold, y'all socks in my own sneakers. Free fly. Hey yo, I've been ahead of my time, you blinded by the simple.
simple. Dominican blow out, the bitches love my dimple. Niggas stuck in the tech 10 whistle. My homie got shot 5 times instead of tickle. Don't walk out the road and let the fridge door hit you. You big dad, did about 4 more hit you. My man just robbed my other man. I'm in the pickle to work good, but the price high, I need a wiggle. They thought it was some iceberg shit, but it was bimbo. The angel got kids, so she's worth to me. Worthy hands on program, we teaching the youth. 26 cool roof for no roof. I let the bitch choose, threw him off the Rainbow Bridge. Now we fish food, told the plug with my chest out. I got big moves, ain't nobody out here fucking with God. Ain't nobody out here fucking with us. You better thank me, new pump lanky, a quarter whippy. Barrel smoking like Ike and BG's. Back at Iron Chitty, spy, Hogan leg drop, quarter blind, bet now be sure to rock on dogs like Bodie Rock. The clouds getting lower, no Met Gala invite, cause they know everywhere I go I keep a blower. Mix small team at the Moa Lola, so controller. Too much of this might overdose ya. Brown stones in the black Jesus. I threw up cornbone, picking up the pieces. Used to play the dance floor, greases and greases. My locker had a locker, my jeans on genius. Picking up the pieces. En ce mercredi 1er octobre, 3 sorties ciné à ne pas rater, une sortie événement pour le nouvel album de Taylor Swift, et puis je vous parle d'une nouvelle série espagnole que j'ai découverte sur Netflix. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Cette semaine sort au cinéma Moi qui t'aimais, Marche ou crève, un simple accident et le film événement de l'album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl. On parle aussi de El Refugio Atomico et on parle aussi de ça. Bienvenue à Derry, bienvenue à vous dans la chronique ciné et série de West Track Radio. Moi qui t'aimais, c'est un film qui sort cette semaine, un biopic d'1h58 de Diane Curis avec Rochty Zem, Marina Foïs et Thierry de Peretti. Elle l'aimait plus que tout, il l'aimait plus que toutes les autres. Simone Signoret et Yves Montand étaient le couple le plus célèbre de leur temps, hanté par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtri par toutes celles qui ont suivi. Signoret ne voulait pas jouer les victimes. Voilà ce biopic qui sort cette semaine. Marina Foïs et Rochid Zem sont Simone Signoret et Yves Montand. Les deux acteurs ont relevé le pari assez fou d'incarner ces deux légendes du cinéma dans Moi qui t'aimais. Pour que cette idée fonctionne, la réalisatrice Diane Curis, qui avait déjà mis en scène le biopic Sagan, a fait des choix inhabituels afin de déjouer les codes du film biographique classique et éviter de chercher la ressemblance à tout prix. Dès le début du film, la réalisatrice surprend les spectateurs. On a eu cette idée de faire cette mise en abîme au début du film, celle de dire « on ne va pas vous faire croire que ce sont les vrais, ce sont des acteurs, ils vont jouer, ils vont interpréter ». Fin de citation. L'intrigue s'intéresse à l'histoire qui unissait ces deux figures. Elle aimait plus que tout, il aimait plus que toutes les autres. La bande-annonce révélée dernièrement révèle deux acteurs transformés. Pour en mémoire, un précédent projet avait été annoncé en 2011 avec un autre casting et un autre réalisateur. Les rôles principaux étaient à l'époque dévolus à Thierry Neuvik et Céline Salit. En 2016, un autre projet autour de Simone Signoret était annoncé, porté par Benjamin Castaldi au scénario. Il s'agit d'un projet distinct de celui de Diane Curis, que nous pouvons découvrir dès aujourd'hui au cinéma. Simone Signoret, Yves Montand, est-ce que par hasard vous vous aimeriez? On s'aime, et on s'aime bien. Alors tu dirais quoi, toi, hein? C'est quoi le secret de notre couple? Bah, je sais pas, j'ai pas de secret, moi. Oh, t'es chiant, tu joues pas le jeu. Et vous vous aimez encore? Tu sais, quand tu vis avec quelqu'un depuis aussi longtemps, tu sais plus vraiment si c'est ta femme, ta meilleure amie, ta pire ennemie. T'es beau. C'est juste une chose, et tu peux pas vivre sans elle. Moi, je pense qu'on devrait faire un film sur nous. Nos vies, nos engueulades. Ce serait très triste et très drôle. Mais il continue à sauter sur tout ce qui bouge? Oh bah évidemment. Pourquoi tu veux tout le temps voir ailleurs? On en a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil.
Mais c'est vous, là. Cette semaine sort Marche ou crève, un film de 1h48 d'épouvante horreur, science-fiction et thriller de Francis Lawrence avec Cooper Hoffman, David Johnson, Gareth Waring. Alors que raconte ce film ? Il est interdit aux moins de 16 ans pour information. L'histoire raconte celle du jeune Garati qui va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes, mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. C'est une adaptation du roman de Stephen King, Marche ou crève, adapté donc par Francis Lawrence. Chaque année, l'événement se répète. C'est un concours appelé la Longue Marche qui oppose une centaine de jeunes garçons âgés de moins de 18 ans dans une traversée du sud des États-Unis, à pied. Si les participants ralentissent, ils reçoivent un avertissement. S'ils s'écroulent de fatigue, ils sont tués à bout portant. C'est donc le postulat de Marche ou crève, le nouveau film de Francis Lawrence, réalisateur connu pour avoir réalisé plusieurs volets de la saga Hunger Games. Derrière cette histoire, c'est bien sûr un maître, Stephen King. Bien que Carrie soit son premier roman publié, Marche ou crève est l'un des premiers textes qu'il ait écrit. À l'âge de 19 ans, sur les bancs de son université du Maine, l'auteur rédigeait les premières lignes de ce récit. Il achève l'écriture en 1967. Son livre ne sera publié que 12 ans plus tard, sous son nom d'emprunt Richard Bachman. Si l'histoire tient en partie sur sa galerie de personnages, l'adaptation cinématographique, elle, repose sur le talent de ses acteurs. Au premier plan, on retrouve Cooper Hoffman, fils du comédien décédé Philip Seymour Hoffman. Il est convaincant dans ce rôle, et David Johnson, précédemment apparu dans Alien Romulus, une véritable révélation. 46 ans après sa publication, Marche ou crève trouve un écho encore plus fort dans notre contexte politique. Le colonel, personnage menaçant du film, est incarné par un Mark Hamill à peine reconnaissable, dont le timbre de voix rappelle un certain Donald Trump. Peu subtil certes, mais très efficace. L'adaptation proposée par Francis Lawrence n'épargne pas les spectateurs quand il s'agit de violence. C'est l'un des éléments importants du film. En France, ce dernier est interdit aux moins de 16 ans, une décision justifiée. Marche ou crève multiplie les gros plans sur les exécutions et les suicides de certains participants. Et s'il est possible d'y voir une certaine gratuité, ce choix est entièrement assumé par le réalisateur. Je voulais que l'on ressente des kilomètres et le temps qui s'écoule, ressentir la dégradation émotionnelle, psychologique et physique, ressentir les changements climatiques et ne pas céder. Fin de citation. Marche ou crève est actuellement au cinéma. Continue de marcher, fais ça. Continue de marcher. Un pied devant nous, continue de marcher. Non, t'arrêtes pas. Debout, Carly. Laissez-moi. Troisième avertissement. Enfin, dernière sortie de la semaine repérée, un simple accident, un film drame de Jafar Panahi avec Vahid Mobazeri, Mariam Afsahir et Ibrahim Azizi. Ce film raconte l'histoire en Iran de nos jours. Un homme croise quelqu'un qu'il pense être son bourreau, mais l'homme nie les faits. Face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. Ce film a été nommé pour la Palme d'Or le 3 février 2023. Après une grève de la faim, le réalisateur Jafar Panahi est libéré de prison après 7 mois de détention. Accusé de propagande contre le régime, il est également interdit d'exercer sa passion, son métier de cinéaste, depuis 2010. Malgré la censure et les nombreux obstacles qui se dressent sur son chemin, rien ne peut arrêter un tel artiste de créer. Un simple accident, c'est son 11e long métrage. Il a été tourné en toute clandestinité dans les rues de Téhéran. Il raconte le dilemme moral d'une poignée d'anciens détenus qui kidnappent un homme qu'ils pensent être leur ancien tortionnaire. Le film, présenté au Festival de Cannes, a remporté la Palme d'Or et représente la France pour la prochaine cérémonie des Oscars. Une victoire pour le cinéma iranien qui continue de briller dans le monde, et pour Jafar Panahi, dont l'envie de raconter des histoires dépasse tous les interdits. De passage en France, le réalisateur s'est notamment entretenu avec Allociné. Je cite, « Cela faisait 16 ou 17 ans que je n'avais vu un de mes films avec un public. Je regardais les acteurs qui avaient travaillé avec moi. Ils pleuraient tous ensemble. Ils avaient un véritable sentiment d'amour. » Ce film est à retrouver dès aujourd'hui au cinéma et il représentera donc la France aux Oscars. ببین با من چیکار کردی کثافت آشغال اقبال
اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمت گوشم هم نخورده. Et avant de passer à la partie série et streaming, un petit clin d'œil obligatoire à la sortie Taylor Swift The Official Release Party of a Showgirl. L'artiste sortira le 3 octobre prochain un nouvel album, The Life of a Showgirl, et pour sa release party, elle propose au cinéma plusieurs films. Alors ça ne se passe pas au Havre, mais vous pouvez retrouver dans plusieurs cinémas en France, notamment à Mondeville, à Rouen et à Paris, The Life of a Showgirl. 2 ans après The Eras Tour, Taylor Swift propose un nouveau film dans tous les cinémas du monde pour accompagner la sortie de son nouvel album, The Life of a Showgirl, annoncé le 3 octobre prochain. Si vous ne connaissez pas Taylor Swift, il est fort probable que vous viviez sur une autre planète, superstar au succès colossal. Elle déclenche des tsunamis à chacun de ses faits et gestes. C'est le cas pour la sortie de son prochain opus, The Life of a Showgirl, très attendu pour le 3 octobre prochain. Génie du marketing, l'artiste a tout prévu. En plus de cet album, son 12e original, un film sort dans les salles de cinéma du monde entier, The Life Release Party of a Showgirl, pendant 2 jours, le 4 et 5 octobre prochain en France. Hey, it's Taylor. I want to invite you to the official release party of A Showgirl. See the exclusive world premiere of the Fate of Ophelia music video, along with behind-the-scenes footage from the music video shoot, brand new lyric videos, and stories about each song from my new album, The Life of a Showgirl. Only in theaters October 3rd through 5th. Et on passe de l'autre côté de l'écran, cette fois-ci du côté série et streaming. J'ai découvert une nouvelle série sur Netflix, une série espagnole. Plus ça va, plus on en entend parler. J'ai fait confiance à TikTok et aux réseaux qui m'ont poussé à voir cette série. Et vous devriez me faire confiance aussi. El Refugio Atómico, c'est vraiment une bombe. Et oui, un jeu de mots en effet, puisque cette histoire parle de milliardaires qui se retrouvent enfermés dans un bunker. Sauf que plot twist sur plot twist, on est tenu pendant les 8 épisodes. Alors, je n'ai pas encore terminé cette série, je termine la série ce soir et je vous en parle la semaine prochaine. Mais sur les 5 épisodes que j'ai déjà vus, on est tenu, on est en attente d'avoir une 2e saison et je vous en parle donc tout de suite. Cette série, c'est un thriller. Les épisodes durent environ 55 minutes et ça vient tout juste de sortir, créé par Alex Pina avec Miren Ibargoren, Joachim Furiel et Natalia Verbeke. Si ces noms ne vous disent rien, eh bien c'est normal, cette série vient d'Espagne. Ça se passe d'ailleurs en Espagne, quand un groupe de milliardaires se terre dans un bunker de luxe pour échapper à un conflit mondial sans précédent. Une vieille querelle entre 2 familles refait surface. En effet, on va suivre 2 familles de milliardaires. Et moi aussi, au début, je me suis dit... On s'en fiche des milliardaires dans un bunker, mais croyez-moi, ça vaut le coup. En effet, la série est devenue numéro 1 sur Netflix en quelques jours. Elle est disponible d'ailleurs depuis environ le 23 septembre. El Refugio Atómico cartonne, c'est un succès prévisible. Quelques jours après son arrivée sur Netflix, elle est actuellement la série la plus vue sur la plateforme, grâce notamment à cette touche espagnole, puisqu'elle répond au cahier des charges de Netflix, avec notamment une dystopie, des personnages intéressants. Certains la comparent à la Casa de Papel, que moi je n'avais pas vue avant. Avec une note de 3 sur 5, cette série divise les abonnés de Netflix. Il suffit de jeter un coup d'œil aux commentaires sur l'affiche pour le comprendre. À la croisée de Truman Show, Fallout et l'arnaque. C'est bien foutu, simple. Les 2 acteurs principaux sont tout simplement trop mignons. Je regarde ça comme une série non prise de tête. D'autres disent quelle blague, comment peut-on arriver à un résultat aussi décevant avec un thème aussi accrocheur? Il y avait tellement mieux à faire que de se perdre dans une multitude d'histoires sentimentales avec des scènes de querelles amoureuses qui n'en finissent pas. Alors oui, cette série en effet comporte de nombreuses querelles, des dramas familiaux, mais je vous assure que la partie en effet autour de cette chute du monde, parce que après plusieurs bombes atomiques, ces milliardaires vont donc se protéger dans ce bunker, ils restent les derniers sur Terre. Je vous assure que cette série vous tiendra en haleine. Je ne peux pas en dire plus. El Refugio Atómico est à voir absolument sur Netflix. Et pour celles et ceux qui auraient déjà fini la série et qui se demanderaient s'il va y avoir une saison 2, eh bien, j'ai la réponse tout de suite. Une saison 1
qui se termine sur une fin ouverte, j'en dis pas plus. Une saison 2 fait donc sens, surtout que Max, l'un des personnages, connaît maintenant la vérité, je n'en dis pas plus, mais rien n'est acquis pour la série Netflix. Si elle est particulièrement appréciée dans plusieurs pays européens, dont la France, cela ne suffit pas, il faudrait que la plateforme scrute les audiences dans les détails et qu'elle les compare aux autres productions espagnoles. Mais il faut garder aussi un élément en tête, El Refugio Autonómico est assez coûteuse à produire, c'est l'un des plus gros projets de Vancouver Media, la société de production créée par Alex Pina en 2016. Pour les besoins de la série, les équipes ont loué un énorme studio de 7000 mètres carrés et ont construit les décors du bunker sur mesure. On compte 3 étages, un véritable jardin zen et une ambiance rétro-futuriste qui a également dû coûter cher. En attendant de savoir si la série sera développée sur une nouvelle saison, ce que moi j'espère personnellement, je vous invite donc à découvrir la saison 1 disponible sur Netflix. Et puis je termine les épisodes ce soir et je vous fais un petit bilan la semaine prochaine sans spoiler de mon avis de l'épisode 1 à l'épisode 8. On en parle donc la semaine prochaine. Où est-ce que tu veux m'emmener ? Dans un bunker. Vous et votre famille faites dorénavant partie des quelques privilégiés qui auront la possibilité de survivre dans un endroit sûr en cas de cataclysme. J'arrive pas à y croire. De notre côté, nous sommes parés à toute éventualité. La question. Ça, c'était mon petit coup de cœur de la semaine, mais une autre sortie, quel coup de cœur de beaucoup, c'est cette série, Ça, Bienvenue à Derry, nouvelle série prévue le 27 octobre 2025. Et oui, elle n'est pas encore déjà sortie, mais elle fait déjà parler d'elle. C'est une série d'épouvante horreur qui est notamment inspirée évidemment de Ça, le fameux clown de Stephen King, créé par Andy Muschietti, Barbara Muschietti et Jason Futch, avec Taylor Page, Javan Adepo et Chris Schalk. Les événements de cette série se déroulent dans la ville de Derry dans les années 60, liés à Pennywise, le clown, un personnage mystérieux qui hante Derry. Est-ce qu'on en parle de Pennywise ? Même celles et ceux qui n'aiment pas les films d'horreur comme moi, vous connaissez ce personnage de Ça, créé à l'origine par évidemment Stephen King, et cette série arrive prochainement sur nos écrans. Ça sort le 27 octobre prochain en France et HBO nous tease avec des nouvelles images terrifiantes, histoire de nous faire patienter. Pour rappel, la série sera un préquel de film Ça, sorti en 2017, et Ça chapitre 2, sorti en 2019, tous deux réalisés par Andy Muschietti. Le scénariste-réalisateur reste aux commandes pour cette nouvelle histoire qui se déroule toujours à Derry, mais cette fois en 1962. Pourquoi cette date ? Parce que c'est l'époque d'un des premiers meurtres connus par le clown Pennywise qui feront la légende noire de cette célèbre petite ville du Maine. Ces événements étaient tout juste évoqués dans le livre de Stephen King, un peu comme une légende urbaine qui se racontait aux enfants du coin. L'idée de la série est de développer cette partie du mythe pour en faire une histoire à part entière et ainsi continuer à faire frissonner les couleurophobes du monde entier. Le retour d'Andy Muschietti comme tête pensante avait déjà été confirmé et les fans ont été heureux d'apprendre que l'acteur Bill Skaggs reprenait également son rôle de Pennywise. Tout ça nous fait dire qu'HBO mise gros sur la série et espère un succès équivalent à celui des films qui, pour rappel, avait rapporté 1,17 milliard exactement de dollars. Devant la bande-annonce, on reconnaît aussi certains plans et idées qui évoquent un autre phénomène récent, Stranger Things, une bande de jeunes adolescents confrontés à une menace surnaturelle dans une petite ville des USA, difficile de ne pas faire le rapprochement. Et ça n'est sûrement pas qu'un hasard, puisque la série Netflix va justement bientôt se terminer. Il y a donc fort à parier qu'HBO cherche à récupérer une partie de son public, friand d'aventures horrifiques. En attendant de pouvoir découvrir cette série, on découvre la bande-annonce ensemble. Moi c'est Rich, sinon. Oui. On loue une maison en ville. Ça fait 10 ans qu'on loge sur des bases militaires. Je crois que mon épouse rêve d'une vie normale. Si c'est une vie normale que vous cherchez, vous allez adorer Derry. Vous ne vous plaisez pas beaucoup ici, Madame Manlon. Disons que c'est difficile de ne pas regretter ce qu'on laisse derrière soi. On a eu l'occasion de parler plusieurs fois de la saga Harry Potter, la série qui va être adaptée. Un point important, il a été confirmé que les 7 saisons ont bien été programmées.
Jusqu'ici, les 7 livres avaient été adaptés en 8 parties puisque le dernier livre avait été séparé en 2 films. Et bien cette série sera donc adaptée en 7 volets, 7 saisons, une chaque année, en commençant par 2027, la sortie de la première saison. Des images du tournage de la nouvelle adaptation des romans Harry Potter offrent un aperçu d'une des scènes les plus emblématiques de la saga. Le tournage de la série Harry Potter continue de battre son plein dans les rues de Londres avant que les scènes se déroulent à Poudlard, avant d'être filmées dans les studios clos de Leavesden, à proximité de Londres. Des séquences tournées en public qui nous offrent un premier aperçu non officiel de la nouvelle adaptation des romans de J.K. Rowling. Des premières scènes qui réunissent les 3 héros de la saga en cours de tournage. Plusieurs clichés ont en effet permis de découvrir la mythique Poudlard Express, le moyen de locomotion emprunté par les élèves pour se rendre à l'école de sorcellerie. C'est dans l'un de ces wagons que Harry Potter, joué par Dominic McLaughlin, fera la rencontre de ses 2 futurs meilleurs amis, Hermione Granger, jouée par Arabella Stanton, et Ron Weasley, joué par Alastair Stout. Pour accéder à cette locomotive rouge vive, il faut se rendre à la gare de King's Cross et accéder à la voie 9 3/4 via un portail magique. Les moldus n'y ont pas accès. Il s'agit sans doute de l'un des passages les plus emblématiques de la saga et cette nouvelle adaptation des aventures de l'apprenti sorcier ne pouvait donc pas se faire sans l'inclure. Le Poudlard Express est l'un des passages obligatoires de chaque épisode de la saga. Bien plus qu'un moyen de transport, le Poudlard Express est souvent le lieu d'aventures périlleuses, rappelant à chaque fois les nombreux dangers qui menacent la vie du jeune héros. Le tournage de la série devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et la diffusion de cette première saison n'est pas prévue avant 2027 sur HBO Max. 7 saisons sont prévues au total, soit une pour chaque roman de la saga. Je le rappelle, 8 films ont vu le jour, car le 7e livre avait été adapté en 2 parties. On attend donc d'en savoir plus sur cette série. En attendant, on en parle dans les prochaines semaines à venir. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour mon retour sur la fin de la série El Refugio Atomico. On en parle à partir de 17h mercredi prochain. Et rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest avec un autre invité. Chaque jour, je reçois un ou une invitée d'une structure, d'un collectif d'habitants, Havrais, bref, celles et ceux qui font bouger le Havre et l'agglomération havraise. Et pour notre rendez-vous, notre émission de demain, j'aurai le plaisir d'accueillir Le Phare au micro pour nous parler de sa programmation pour cette nouvelle saison. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, restez avec nous au micro pour retrouver les titres, la playlist, les nouveautés sur Westrack. On écoute cette nouveauté qui nous vient de Fécamp, c'est l'artiste Tala avec son titre Casino. Bonne soirée. La déprime me guette comme un Beretta. Il faut que j'arrête de penser aux autres. J'ai rien de surnaturel, moi je suis comme toi. J'ai tout un degré qui me casse le dos. Avant c'était moi le chelou. Maintenant je les inspire à faire mieux que la veille. Putain qu'est-ce qu'elle est ronde la route. Elle serait différente si j'avais moins de flemme. Et je suis pas là pour le trophée, pas là pour les gros, c'est pas là pour la fête. Moi je suis là pour me sauver, pas là pour les doubler, je suis pas dans leur d'elle. J'ai converti toutes mes pensées en actes, tout ce dans l'habitacle, tout ce sous la mitraille. C'est pas infranchissable si tu gardes la mentale. Retiens quelques visages, c'est les seuls qui te remarquent quand t'as le seum dans le regard. Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. J'ai une vraie équipe derrière, en bac des X-Men ils ont pas le niveau. Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. Moi j'ai pas attendu l'averse pour me forcer à me lever tôt. Comment ça va finir, j'ai peur de la page blanche, que ça me bousille le crâne, que je déroute. J'ai pas oublié ce souvenir où la porte se ferme alors que j'avais juste envie de loot. Mon grand-père écrit des bouquins, ma grand-mère met des couleurs sur toile à l'étage, j'ai souri. Il faut que je prenne exemple sur eux, ils ont jamais voulu succès mais trouver le sens à leur vie. Je parle plus au fil à maman, j'ai tout dans les mains et c'est pas un test. Je te jure que c'est pas marrant, maintenant j'ai les armes pour refaire la trêve. Je suis pas dans vos délires, moi je veux juste m'en sortir. Supprimer les réseaux qui m'abrutissent, qui m'empêchent de réfléchir au stade de merde, qui m'ont laissé alors que j'ai tout à perdre. Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. J'ai une vraie équipe derrière, en bac des X-Men ils ont pas le niveau.
Ils veulent nous faire à croire que c'est le casino. Moi j'ai pas attendu l'averse pour me forcer à me lever tôt.